tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler mobilité et comment nous pouvons la repenser à l'aune de la transition écologique, que ce soit nos déplacements du quotidien, mais aussi nos façons de voyager. Et donc, pour ma part, je suis Hélène Quilien, je travaille à la direction climat et biodiversité de BPI France. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Édouard Hainaut, qui est directeur général France du groupe Transdev, qui est un groupe opérateur de mobilité en France, mais aussi à l'international, et qui est, je crois, assez impliqué dans la région PACA. Je pense que vous nous en direz deux mots tout à l'heure. D'accord. Et je suis ravie également d'être avec le local de l'étape, je crois, Benjamin Demolien, qui est éco-aventurier, mais aussi conférencier, et qui œuvre au quotidien pour sensibiliser les citoyens aux enjeux de transition écologique à travers notamment le voyage et l'aventure. Donc merci à tous les deux d'être présents sur cette scène aujourd'hui. Et donc on va parler mobilité, c'est un sujet crucial en matière de transition écologique. Ainsi, c'est le premier poste d'émission dans l'empreinte carbone d'un Français, juste avant l'alimentation. On sait, il y a aujourd'hui beaucoup de Français qui sont encore dépendants d'un véhicule souvent thermique et individuel pour se déplacer. Le trafic aérien ne fait que croître tendanciellement. Donc face à ce constat, finalement, quels sont les freins qui empêchent aujourd'hui réellement les personnes de changer leur mode de déplacement, d'adopter peut-être des modes de déplacement plus durables. Édouard, peut-être si vous voulez commencer. Oui, merci. Alors c'est une très bonne question pour un opérateur de mobilité. Parce que quand on propose des services et des solutions de mobilité aux citoyens, puisque c'est l'essentiel de notre métier, nous on a une raison d'être, c'est de permettre à chacun de pouvoir se déplacer tous les jours avec des solutions fiables, sûres et innovantes qui permettent de protéger le bien commun, tout en protégeant le bien commun. Donc quand on est sur ce credo, on essaye de réfléchir avec nous, en France, 32 000 collaborateurs et 110 000 collaborateurs dans le monde, justement à ces solutions, et qu'est-ce qui fait que les gens ne laissent pas tomber, une partie du temps en tout cas, leur véhicule individuel pour rejoindre le transport collectif. Et les freins, il y en a plusieurs. En fait, il y a l'idée de base, c'est quand même que chacun puisse accéder au transport collectif. Donc ça, c'est notre métier, c'est de répandre des solutions de transport. On le fait avec l'appui des collectivités locales. C'est le choix des collectivités locales et nous, on accompagne la vision des collectivités locales et on essaie de les conseiller dans ce domaine. Donc c'est s'assurer que, d'abord, on peut bénéficier de transports collectifs pour pouvoir accéder à la culture, aller à l'école, être en capacité d'aller faire du sport, rencontrer ses amis. Ça, c'est presque un droit, en fait, et une première des libertés qu'on veut avoir. Deux, il faut que ce service il soit facile à utiliser. Et ça fait partie des freins, la facilité d'utilisation. En tout cas, dans l'inconscient collectif, cette capacité à basculer de la voiture individuelle où on est seul au volant, où on peut mettre sa radio, où on peut avec un partage de l'espace, mais surtout de comprendre qu'il existe des lignes, qu'il existe des offres et qu'on est capable de les saisir parce qu'on a compris comment ça fonctionnait. Et donc, notre métier et notre logique pour aller contre ces freins, c'est d'apporter de l'information. Et je pense que les leviers, ils sont assez simples. Apporter de l'information, faire connaître les offres, et puis donner envie d'accéder à ces offres. Alors, évidemment, de la tarification sociale adaptée, parce que les transports doivent être les plus inclusifs possibles. Donc, donner la capacité à ceux qui n'en ont pas les moyens, ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas de voiture, à ceux qui n'ont pas de solution, d'avoir du transport public, c'est un premier effort. Et il ne faut pas se tromper, il y a 40% des citoyens français qui n'ont aucune offre alternative à l'utilisation d'une voiture individuelle, et pour certains, qu'ils ne peuvent pas se payer. Donc, il faut être cohérent. Donc, plus d'offres. Ça, c'est pour lever le frein, c'est plus d'offres. S'il n'y a pas d'offres, on ne peut pas se déplacer, donc il n'y a pas d'alternative. Et qu'est-ce qui se passe quand on a de la congestion autour de grandes agglomérations comme Bordeaux, comme Lille, comme même Paris? C'est que les gens habitent loin parce qu'ils n'ont pas le choix. Et il faut revenir dans la ville-centre pour aller travailler.
il faut utiliser les moyens qui sont à disposition. S'il n'y en a pas, on prend sa voiture. Et qu'est-ce qui se passe? On a de la congestion. On prend par exemple l'exemple de la ville de la métropole de Bordeaux. C'est le cœur du démarrage des Gilets jaunes, Bordeaux. C'est de manière très simple une offre de train, de TER à 15 000 places par jour et 137 000 personnes qui rentrent dans Bordeaux tous les jours pour aller travailler avec des voitures. Donc on voit tout de suite l'aspect congestionnant. Le frein est évident. Le frein est évident. Voilà. Donc de l'offre, de la visibilité, de la capacité à accéder à tous, et donc être accessible aussi pour l'ensemble des parties prenantes et de ceux qui peuvent utiliser les transports. Ça veut dire de l'accessibilité pour les gens qui ont de la mobilité réduite, ça veut dire aussi de l'accessibilité pour les gens qui n'ont pas de solution, et donc il faut investir davantage. Très clair. Et peut-être, Benjamin, vous parliez justement de donner envie aux gens, effectivement, de peut-être accéder à d'autres types de transports. De votre côté, qu'est-ce que vous observez sur le terrain, les personnes avec qui vous échangez sur ces sujets-là? Quels sont un peu les freins qui les empêchent de changer? Alors, merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Édouard sur le côté de l'accessibilité, des offres, des infrastructures. Mais moi, ça fait donc 6 ans que je fais, on va dire, du voyage bas carbone et que j'essaye de changer, on va dire, les mentalités là-dessus. Et je trouve qu'un des plus gros freins est quand même assez avant tout psychologique et culturel dans la société, et notamment on est dans une société qui est construite sur des imaginaires très forts. Ça parlait d'imaginaire tout à l'heure, donc je rebondis là-dessus. Des imaginaires très forts autour de la voiture, autour de l'avion, tout ce que ça nous apporte en termes de vitesse, de flexibilité, de statut social aussi. La voiture, c'est un statut social incroyablement important encore aujourd'hui. Donc tout ça, c'est vraiment très puissant. Ça fait depuis après la guerre que la voiture, elle domine. 70 ans qu'elle s'est démocratisée, une quarantaine d'années que le voyage en avion s'est démocratisé. Derrière, il y a du lobby, il y a du récit collectif très puissant. Et ça, pour moi, c'est un des plus gros freins, c'est casser ou en tout cas faire évoluer ce récit, raconter d'autres histoires. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire en montrant que voyager en train, en vélo, c'est tout aussi plaisant, qu'il n'y a pas... En fait, j'essaie de montrer aussi tous les avantages, pas seulement les bénéfices écologiques, mais les avantages, on va dire, les co-bénéfices directs sur la santé, sur le bien-être, sur les finances. Et c'est ça, c'est une bataille des imaginaires presque, je pense, qui freine énormément le changement aujourd'hui. Et je pense, un autre sujet, c'est un manque de récits, de désirabilité de ces solutions. On n'a pas tant de récits qui nous font rêver, en fait, de sobriété, de voyager plus lentement, plus doucement, plus localement. On manque cruellement d'histoire, et ça, c'est un énorme frein parce qu'on ne s'identifie pas à ça. Moi, j'ai grandi dans un monde où ce qui était cool, c'était le rêve américain. Et le rêve américain, il nous dit d'avoir un pick-up, de voyager partout, de manger des gros burgers, de construire des gratte-ciel, mais il ne nous dit pas de prendre notre vélo, d'avoir un potager, et il ne nous dit pas que c'est ça qui est cool. Donc, il faut vraiment changer ce qui est cool, et ça passe par de la culture, des histoires incarnées, et c'est ce que j'essaye un peu de faire modestement à mon échelle. Mais voilà, je pense que ça, c'est un gros frein, la culture, les imaginaires, la désirabilité. Oui, changer les imaginaires, effectivement, je crois que c'était un peu le mot d'ordre de cette journée. Et peut-être, vous avez évoqué des freins, du coup, en creux, un certain nombre de leviers, mais peut-être, Édouard, est-ce que vous avez des solutions concrètes que vous avez testées avec des territoires qui ont fonctionné, peut-être pour décongestionner ou pour donner des solutions plus accessibles aux citoyens? Alors, je partage complètement l'idée d'être cool sur certains types de mobilité, mais on se rappelle juste que 98% des mobilités sont des mobilités du quotidien. C'est celles qui permettent d'aller travailler tous les jours. Et donc, à partir d'un moment où un transport alternatif collectif dépasserait de 1,5 fois le temps d'utilisation de sa propre voiture, on ne le prend pas. Donc il faut pas dépasser 1,5 fois ce temps-là pour qu'il soit attractif. Et donc nous, notre enjeu complet, c'est d'être attractif dans ces logiques-là. J'y rajouterai un frein qui est important, dont on parle souvent maintenant de plus en plus, de la sécurité dans les transports, et spécialement pour le transport pour transporter les femmes, et de toutes les actions qu'on est capable de mettre en œuvre dans ce domaine-là pour sécuriser les transports.
Je peux prendre un exemple. On a beaucoup parlé avant le lancement du téléphérique de Créteil. Donc ça, dans l'imaginaire, être un téléphérique, c'est quelque chose de très différent en termes de mobilité que de prendre un bus ou un train. Ce téléphérique qui a été lancé mi-décembre avec Île-de-France Mobilité, il a déjà permis de transporter 1 million de personnes. Les gens y font attention comme à la prunelle de leurs yeux, parce que les gens de Villeneuve-Saint-Georges peuvent directement aller chercher le métro à Créteil en l'espace de 18 minutes, alors qu'avant ils mettaient près de 50 minutes pour y aller le matin et 50 minutes le soir. Donc ils économisent globalement, entre les horaires des bus, etc., 1 heure de transport par jour. Donc ça leur fait gagner ça. Ça les emmène directement sur le métro pour rejoindre Paris. Ça permet à des jeunes de l'université, c'est pas moi qui le dis, c'est même un éléphiste notoire du côté de Villeneuve-Saint-Georges qui disait c'est vachement bien parce qu'en fait les jeunes peuvent aller à l'université à Créteil depuis Villeneuve-Saint-Georges. D'autres diraient les voyous de Villeneuve-Saint-Georges peuvent venir à Créteil, mais fondamentalement c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens prennent compte. La sécurité est complètement assurée. On a complètement dépassé le débat de savoir s'il fallait des cabines pour hommes, des cabines pour femmes, etc. Parce qu'il y a des dispositifs de surveillance qui sont extrêmement intégrés. Et ça permet d'offrir un vrai moyen de transport au quotidien pour chacun. C'est peut-être pas super glamour, mais c'est efficace pour le voir. Et en plus, quand on fait ça, on voit Paris, on voit la Tour Eiffel, on voit les avions décoller d'Orly. Donc, on crée aussi de l'imaginaire un peu différent. De manière plus pragmatique, sur le vélo, on n'a jamais autant développé le vélo, en tout cas dans la mobilité du quotidien, dans les villes moyennes. Je prends l'exemple de Niort, par exemple. Niort, c'est plus de 1800 vélos, presque 2000 vélos, aujourd'hui en location longue durée, que les gens utilisent. Autour de Paris, c'est 40 000 vélos. C'est le plus gros contrat au monde, hors Chine, de vélos en location longue durée mis à disposition des Parisiens avec la région Île-de-France. Donc on voit bien qu'on est sur un mouvement qui s'amplifie étape par étape et qui rend le dispositif beaucoup plus attractif. La mobilité, il faut penser aux territoires moins denses à ceux qu'on connaît, c'est-à-dire évidemment le premier besoin de mobilité en France, c'est les périphéries des grandes agglomérations, parce que les gens y habitent et qu'il y a peu de moyens de transport et qu'il y a peu de moyens de transport, j'allais dire, de banlieue à banlieue autour de ces grandes agglomérations. C'est là qu'il faut mettre de l'offre et c'est là qu'il faut renforcer de l'offre. On peut simuler assez facilement l'idée de faire 3 fois plus d'offres dans ces régions-là pour un coût de 3-4 milliards au global. On est capable d'augmenter très significativement l'offre dans ce domaine-là, mais on n'est pas encore dans ce besoin compris, en tout cas, sur les territoires. Peut-être. Très exprimé, mais pas encore intégré, parce que d'abord, il faut le financer. Il faut adapter quelques infrastructures. On n'a pas besoin de faire des infrastructures très lourdes. Là où il y a beaucoup de monde, il faut peut-être mettre effectivement des lignes qui sont des pénétrantes plutôt ferroviaires. Là où on est en capacité de mettre des cars, on met des cars avec des priorités au feu, donc c'est très peu d'investissement et ça permet d'aller plus vite. Et on arrive à créer comme ça des routes qui sont intéressantes. J'ai une route en tête qui n'était pas spontanée comme ça, mais c'était Cherbourg-Rennes. Pas de train, pas de ferroviaire, et pourtant un besoin le week-end pour les étudiants qui allaient à Rennes de Cherbourg, et pour les marins et les armateurs qui montaient autour des chantiers navals à Cherbourg. Donc il y a vraiment un besoin et il faut être capable de le cibler. Et ça, c'est les données de téléphone qui permettent de faire ça. Donc à travers l'analyse des données de téléphone, on a un partenariat exclusif avec Orange là-dessus. On est capable d'analyser les territoires, on est capable de regarder où dorment les gens et où ils se déplacent le lendemain, et comment on peut simuler en fait le besoin sur les territoires pour faire mieux en fait, et d'avoir une mobilité à la fois plus durable et à la fois répondre à nos premiers besoins, qui est d'abord de mettre dans les transports collectifs les gens avant de se dire qu'on va transformer tous leurs véhicules, parce que si vous transformez tous les véhicules d'aujourd'hui en véhicules électriques, vous aurez des bouchons, mais vous aurez des bouchons électriques. Voilà.
Merci. Donc effectivement, comprendre les besoins et adapter les solutions à chaque territoire en ayant des solutions accessibles, sécuritaires et donc qui répondent encore une fois à ces enjeux de mobilité, c'est clé. Peut-être vous, Benjamin, qu'est-ce que vous avez testé qui fonctionne bien? Vous parliez d'imaginaire, de récit. Qu'est-ce qui embarque les personnes qui vous suivent ou justement peut-être qui ne s'intéressent pas à ces questions? Qu'est-ce que vous avez testé et quel retour peut-être vous en avez déjà eu? Alors moi forcément je parle plutôt sur mon pose angle, pas les choses. Hein. mon angle c'est plutôt la mobilité on va dire du voyage. Je suis pas dans la mobilité beaucoup moins dans la mobilité du quotidien Donc on est sur les 2%. Là. mais qui est quand même qui a un impact non négligeable. Et là-dessus, moi j'ai essayé plein de choses depuis 6 ans. Et ce qui marche, c'est évidemment, je trouve, de faire vivre l'expérience parce qu'on est beaucoup dans la théorie et les gens, ils n'arrivent pas en fait à avoir le déclic tant qu'ils font pas par eux-mêmes. Et donc moi j'ai fait tout simplement vivre des expériences de voyage local, bas carbone à des gens sur même de la micro-aventure. Et ça, en fait, ils avaient juste même pas imaginé la chose jusque-là. Eux, dans leur tête, voyager, partir en vacances, c'était forcément loin, c'était Cancun, Bali, etc. Et en fait, de les embarquer sur un bivouac à 100 km de chez eux, ça les a mis en termes d'émotions. Ils ont eu autant de choses. Ça a été aussi dépaysant. Et ils ont eu autant d'émotions et d'émerveillement. Donc, après avoir vécu l'expérience, ça a créé du déclic. Donc moi, je pense que vivre l'expérience, même si elle est petite, elle va permettre... j'avais aidé aussi une boîte, on avait lancé un défi. Bon, c'est des choses qui peuvent paraître futiles, mais on avait lancé un défi vélo, boulot, dodo, plutôt que métro, boulot, dodo pour une entreprise à Paris. Génial, j'adore. Voilà. Et en fait, les gens avaient même pas réalisé que c'était si proche de chez eux, finalement, leur entreprise à vélo, que c'était possible. Et après ce défi, il y avait plein de gens qui se sont dit, ah bah tiens, en fait, je peux aller à vélo à mon boulot. J'avais jamais pensé parce que c'était pas dans mon imaginaire, c'était pas dans ma logique, en fait, tout simplement. Donc vraiment, faire vivre l'expérience, ça c'est hyper important. Je pense qu'il faut aussi rendre accessible ces changements. Souvent, ça paraît des montagnes, ces changements d'usage, de comportement, alors que si on n'y va pas à pas, si on est déculpabilisant, les gens sont un peu plus enclins à y aller. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est un peu ça, rendre ça sexy, montrer les co-bénéfices aussi, ça marche beaucoup, plutôt que de parler de réduction de CO2, de bénéfices environnementaux qui, au quotidien, ça ne nous intéresse pas trop, surtout dans le contexte actuel où on a l'impression qu'il y a tout le monde entier qui est en train de partir en cacahuète. On se dit que réduire de X kilogrammes notre empreinte carbone, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, si on te dit prendre ton vélo, c'est réduire ton risque de maladie cardiovasculaire, c'est se faire du sport, c'est se faire plaisir, c'est un bénéfice santé, bien-être, énergie, etc. Les gens vont dire ah là ça me concerne un peu plus. Il y a un bénéfice qui n'est pas seulement responsable, mais qui est aussi plaisant pour ma santé, mon bien-être. Voilà, donc c'est des leviers sur lesquels je joue beaucoup et qui marchent bien. Très clair. Et peut-être, si on a le temps, peut-être un conseil justement pour un premier voyage éco-responsable, qu'est-ce que ça serait? Comme je l'ai dit, faut pas partir forcément, faut pas viser trop haut. On peut partir pas loin de chez soi. Moi, j'habite ici, et je suis parti faire du bivouac dans le massif de la Sainte-Baume, si vous êtes du coin. Et je suis allé planter ma tente juste à côté. C'est une demi-heure, ça m'a pris un peu plus d'une demi-heure, mais je suis allé en train, pas très loin. Et après, je suis monté en vélo, j'ai dormi là-haut. Et en fait, je m'étais dit, au pire, si j'ai peur ou je suis en galère, je suis pas très loin de la maison, je peux rentrer. Et en fait, j'ai trop kiffé l'expérience, c'était un truc de ouf. Et je me suis dit, si ça marche, je peux faire 2 jours, 3 jours. Donc, il faut y aller crescendo. Tester, être pragmatique. Voilà, pas loin de chez soi. Faut pas se mettre trop de pression, trop d'ambition. Et au fur et à mesure, on va gagner en confiance, en compétence. Et on va aller un peu plus loin. On va partir traverser les Alpes, traverser l'Europe. On va faire plein de choses. Génial. Merci beaucoup à tous les deux et merci à tous pour votre attention. Merci. Merci.